Bonsoir à tous. Le sud-est de la Côte d'Ivoire est touché ces dernières années par la montée récurrente des eaux sur le littoral, engendrant l'érosion de ses côtes. Des villes et des villages sont menacés. L'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam se présente dès lors comme une alternative à ces désagréments. Comment expliquer ce qui s'est passé en octobre dernier? Qu'est-ce qui nous permet de parler de solutions durables? Comment comprendre les enjeux du littoral ivoirien et le préserver? Ça fait l'actualité décrypte le sujet. Nous vous proposons pour commencer 3 grandes phases de l'évolution de l'embouchure du fleuve Comoé, 1959, 1989 et 2008. Pour échanger sur la question, nous recevons le docteur Kofi Philibert, océanologue, spécialiste du littoral. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et Cédric Lombardo, expert en développement durable. Bonsoir. Bonsoir. Le littoral ivoirien, nous en parlerons pendant 26 minutes. Docteur Kofi, quel commentaire sur les différentes évolutions du littoral de 1959 à 2008? Ce que je peux dire, c'est que le littoral ivoirien, c'est un tout, de Tabou à Assini. Et ce littoral est sensible à l'action des vagues et de ce que nous appelons les forçages côtiers. Et la résultante des actions de ces forçages fait que quand on prend notre littoral, on est amené à le subdiviser en 2 grands secteurs. Un secteur stable, de Tabou aux environs de Fresco, et puis un secteur, c'est le secteur sud-est, particulièrement sensible, formé de cordons littoraux sableux, depuis Grand Laou jusqu'à Sidi. Alors, pour être un peu plus précis, disons que environ 50% du linéaire côtier ivoirien est stable. Donc, c'est ce que je dis, Tabou à Fresco. Maintenant, un peu plus de 50% de Grand Laou à Assini est, dirons, le littoral à problème, parce que particulièrement sensible à l'action des vagues et des forçages côtiers. De 1958 à 2008, M. Lombardo, comment expliquer ces différentes évolutions? En fait, les évolutions sont relativement simples, parce que d'un côté, quand on est sur le littoral de la Côte d'Ivoire, vous le savez, on a d'une partie l'océan Atlantique avec les assauts des vagues qui vont se manifester, et puis on a la chance d'avoir plusieurs fleuves majeurs sur la Côte d'Ivoire, et à chaque fois qu'un fleuve va rencontrer l'océan, on va avoir une lagune. Alors typiquement, vous avez la lagune de Grand Laou, vous avez Grand Bassam, vous avez Abidjan et puis la lagune Néo-Tilé. Et à chaque fois que vous avez cette rencontre entre la lagune et l'océan, il va se passer un certain nombre de choses. Maintenant, ça c'est le phénomène naturel. Mais parfois, pour des raisons de développement, on va se retrouver à agir. L'être humain ou l'homme va commencer à agir sur son littoral. Et quand il commence à toucher son littoral, les choses changent. Et ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, naturelle. On était en 1959. Là, l'homme n'avait encore rien fait à cette époque-là. Et entre-temps, on a quand même construit le canal de Vridi. Et lorsqu'on a construit le canal de Vridi, il y a eu une modification du comportement du fleuve Comoé, qui n'avait plus assez de puissance pour aller jusqu'à Grand Bassam. Et c'est un petit peu l'animation que vous voyez en ce moment, c'est que le fleuve Comoé, au lieu de sortir dans l'océan à Grand Bassam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vers le canal de Vridi, parce que vous avez le trou sans fond, et le trou sans fond a agi comme une véritable pompe qui a aspiré le fleuve Comoé. Et donc, comme ce fleuve n'avait plus la capacité à aller dans l'océan, l'embouchure de Grand Bassam s'est fermée. On a essayé de l'ouvrir 1987, 1989, mais à chaque fois, le mal ayant été fait, l'embouchure s'est toujours refermée. Et ce que l'on observe maintenant, notamment à Grand Bassam, ce qu'on a connu en octobre tout récemment, c'est que lorsque les crues sont importantes, lorsque la pluie est importante, le niveau de la lagune va commencer à augmenter, le fleuve n'arrive plus à sortir dans l'océan, et qu'est-ce qui se passe? Nous avons des inondations. Juste, la ville de Grand Bassam, située à l'est d'Abidjan, n'a pas été épargnée. Retour sur les faits avec Asta Touré et Chris Diomandé. En Côte d'Ivoire, les pluies diluviennes de ces derniers mois ont inondé quelques communes d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays. Le cas le plus frappant est celui de Grand Bassam, où de nombreux quartiers ont été envahis par les eaux du fleuve Comoé. On vit dans l'eau ici, on dit la marée est montée, ce n'est pas une affaire de pluie. On demande au gouvernement, ils n'ont qu'à faire quelque chose. Il y a un problème, on peut faire l'embouchure pour que l'eau peut descendre. En 2004, il y a eu une inondation, mais pas comme ça. Et en 2018,
aussi pas comme ça. Cette année, on ne sait pas comment expliquer. Pour freiner ce phénomène d'inondation et redonner fière allure à la première capitale du Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a annoncé de grands projets pour la cité balnéaire. Il s'agit entre autres du projet d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé à Grand-Bassam. Ce projet d'un coût de 21,7 milliards de francs CFA va favoriser le libre écoulement de l'eau, réduire la prolifération des plantes d'eau douce et valoriser les réserves foncières vierges. Pour les populations, c'est une lueur d'espoir. Si on fait l'ouverture de l'embouchure, cela peut nous aider parce que l'eau de la lagune peut rentrer dans la mer et la mer sans rentrer dans la lagune peut nous arranger aussi parce que même s'il venait qu'un jour, l'eau revenait comme ça s'est passé, grâce à l'embouchure, on ne va pas vivre ces mêmes cas d'inondation, on n'a pas de problème. Nous sommes heureux, mais l'inquiétude que nous avons actuellement, c'est après l'ouverture. Est-ce qu'ils vont déposer des digues? Est-ce qu'ils vont laisser comme à l'ancien temps? Avant, on faisait l'ouverture de l'embouchure sans déposer des digues. Et ça prenait complètement des villages. Le quartier français était vraiment envahi. Les inondations que nous avons vécues, généralement, c'est à chaque 4 ans. Mais aujourd'hui, nous, on ne comprend plus. Et chaque année, ça revient et ça se répète. Et lorsque ça se répète, c'est encore plus. Il n'y a pas d'inconvénient parce qu'il y a beaucoup de poissons qui sont en mer, qui pondent des œufs en eau douce. Donc il y aura beaucoup de poissons dans la lagune. Et puis les bords de la lagune seront encore propres. Les salades d'eau, les nénuphars, tout ça, ça va mourir. Les bords seront propres, il y aura moins de moustiques. Parce qu'on a cette expérience-là de voir l'embouchure fermée et l'embouchure ouverte, comme dans le quartier France. Vous voyez le pont, vous voyez les herbes sur l'eau partout. Tout est sale, il y a plein de moustiques. Alors si on l'embouchure, le sel marin va tuer tout ça. Les bords seront propres, il y aura moins de moustiques, il fera bon vie à Bassam. Les travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé à Grand-Bassam seront achevés dans 22 mois. C'était un retour sur les faits avec Astou Touré et Chris Diomandé. L'on aurait pu éviter une telle montée des eaux, docteur? D'abord, il faut dire que Bassam est un site particulièrement bas, comme un bon lot de sites le long du littoral, qui sont des zones humides. Et quand vous avez un site bas et que la nappe aquifère est suffisamment remontée, déjà, ce n'est pas les conditions les meilleures pour éviter l'inondation dans une ville, surtout si cette ville est à l'emplacement de l'embouchure naturelle d'un appareil fluvial comme le Comoé. Donc on aurait pu éviter cette montée des eaux ou on n'aurait pas pu l'éviter? Bon, pour être honnête avec vous, je pense que dans la configuration où nous étions, on était parti pour vivre la chose parce que d'habitude, ce qu'on faisait pour anticiper, c'était ce que j'appelais les vidanges de crues. Les populations rapidement accouraient, on pratiquait une ouverture relativement précaire, le temps de 1, 2, 3 mois de la vidange de crues, et puis le processus repartait. Or là, bon, ce que vous posez comme question, c'est plus une question à situer dans le fonctionnement du système. Pourquoi on est venu à une fermeture quasi permanente de l'embouchure depuis l'aménagement du canal de Vridi. Parce que c'est ça qu'il faut retenir. Et pourquoi justement? Pourquoi on aménage le canal de Vridi? Pourquoi est-ce qu'on est revenu sur cet aménagement? Non, mais vous savez, si le canal de Vridi, on peut dire que c'est le poumon du port, le port qui est le poumon de l'économie ivoirienne. Donc ça, il n'y a pas de discussion quant à aménager. Mais seulement ce qu'on a constaté après l'aménagement du canal de Vridi, au niveau et le collègue l'a dit, au niveau de la compétence des deux embouchures, progressivement, l'écoulement était préférentiel en direction d'Abidjan. Et c'est très, très remarquable. Vous êtes sous le pont de Mossou, une eau qui arrive du Comoé ne va pas à 4 km à peine, mais prend les 35 km en direction du canal de Vridi. Parce que, en fait, le système est simple et un peu complexe. C'est le fonctionnement d'un estuaire, c'est-à-dire que l'onde de marée qui rentre depuis Abidjan influence l'hydrologie lagunaire jusqu'à Bassam et même au-delà. Et cette onde s'est installée durablement depuis que progressivement l'embouchure s'est fermée. Donc tout le système hydrologique lagunaire depuis Bassam fonctionne en direction du canal de Vridi. D'accord. Monsieur Lombardo, on aurait pu protéger le littoral? On aurait pu protéger le littoral. C'est mon doyen qui est devant moi. Il y a beaucoup de choses sur Grand-Bassam que je sais grâce à la personne qui est en face de moi, grâce à OWO, grâce à AB, grâce à tous ces chercheurs du CRO, de l'IGT qui travaillent sur la question.
Tout ça, on le sait depuis très longtemps. Et on peut même rendre hommage à feu le député maire Moulot, qui nous a quittés, parce qu'en 2002, il avait déjà fait une étude sur l'embouchure de Grand Bassam afin de déterminer les conditions de l'ouverture. Donc ce que l'on observe aujourd'hui n'est absolument pas quelque chose d'inconnu. La particularité maintenant, c'est qu'on a eu une inondation exceptionnelle l'an dernier. On observe encore une inondation exceptionnelle cette année. Et donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'exceptionnel n'est pas en train de devenir le naturel? Est-ce que le changement climatique n'est pas en train d'impacter l'environnement hydrologique, l'environnement de l'estuaire de Grand Bassam, comme nous l'avons à Fresco, comme nous l'avons à Grand Laou, etc. Donc aujourd'hui, on sait ce qui se passe, on sait que, j'ai envie de dire, le pire est à venir. Et donc aujourd'hui, le débat n'est plus à la discussion, mais bel et bien à l'action. Et il est heureux qu'enfin nous ayons posé la première pierre. Et il faut souhaiter que la pose de la première pierre soit traduite par de véritables travaux avec des mécanismes d'ouverture et surtout des mécanismes de défense de la ville de Grand Bassam. Parce que d'un côté, vous avez ce que l'on connaît et de l'autre côté, vous avez ce que l'on suppose, c'est-à-dire le changement climatique et tous les impacts qu'on ne mesure pas encore avec précision. Et comment protéger le littoral finalement ? Comment protéger le littoral? J'ai envie de dire, en fait, le littoral de Côte d'Ivoire a de grandes diversités. Chaque lagune a sa propre histoire. Vous allez à Grand Laou, par exemple, nous avons une migration de l'embouchure. L'embouchure, elle était en face du Bandama, j'ai envie de dire en 1919, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, l'embouchure se trouve en face de... Elle a dépassé Brafédon, elle part en direction de Gros-Guida. Donc, chaque ouverture se connaît, chaque fleuve se connaît, il faut les étudier et puis il faut proposer des stratégies réalisables. Mais par contre aussi, parfois, il faut prendre conscience qu'on peut peut-être ne pas agir. Dans les années 70, feu le député Hucher Assouan avait pris conscience de l'incapacité humaine à apporter des solutions et avait décidé de déplacer la ville de Grand Laou sur les hauteurs du plateau de Nzida. Donc parfois on peut agir, parfois aussi on ne peut pas agir. La décision est politique, l'action est économique et le savoir, je crois que la personne qui est devant moi démontre que nous l'avons. Docteur Kofi. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que le littoral ne vaut que par ce qui est adossé à ce littoral. Ce que nous appelons les enjeux. Parce que vous avez demandé pourquoi on ne protège pas. Donc, on ne peut pas protéger comme ça, par improvisation. On a besoin d'études et même d'aller jusqu'à un stade de simulation des principaux transports sur le littoral pour pratiquer la gestion du secteur côtier concerné. Alors on n'a pas encore eu le temps de faire cette simulation-là? Ah non, alors ce que je vais vous dire, là, je vous remercie à la RTI pour l'occasion que vous nous donnez en ouvrant cette lucarne pour qu'on parle un peu des produits de notre recherche. Nous suivons depuis un peu plus de 35 ans l'évolution du littoral. Donc aujourd'hui, nous avons, je ne dirais pas des certitudes, mais des résultats quand même avérés qui aident à orienter à la décision aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et donc, ce qu'il faut faire quand on veut gérer de manière durable le littoral, il y a évidemment avoir les données assez pertinentes, mais il y a aussi une organisation à mettre en place, parce qu'il faut coordonner tout ce qui va se faire sur un littoral, parce qu'il faut l'aborder de manière intégrée. Chacun ne va pas, sur son lopin de littoral, décider, non, c'est dans un cadre concerté, sous la supervision et la coordination de l'État, qu'on vient et on met en place des projets de protection. Alors, pour ne pas aller plus loin, on parle de Grand Bassam, on peut parler de Fresco, même la lagune Abi, et beaucoup d'autres embouchures qui sont fermées, parce que, d'une manière générale, nous sommes en période de déficit hydrique où les fleuves n'ont pas suffisamment d'effet de charge de puissance pour, disons, traverser la dérive sédimentaire littorale et déverser en mer à leur apport. Donc ça, à ce niveau-là, ce n'est pas que Grand Bassam, mais Grand Bassam est un enjeu important puisque c'est une ville sans oublier que c'est, dans notre histoire, Grand Bassam est la capitale historique, qu'il ne faut pas oublier, que l'UNESCO vient de consacrer tout un quartier de Bassam comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dans les enjeux, les lagunes qui sont là, qui sont des infrastructures naturelles, qui n'ont pas de prix, vous ne pouvez pas évaluer le prix d'une lagune, sont aussi sous la menace de l'érosion côtière si on ne fait rien. D'accord.
L'inondation de la cité balnéaire apparaît clairement comme l'un des effets du changement climatique, M. Lombardo. C'est à peu près ce qu'on disait, c'est-à-dire que la première grande inondation, on s'en souvient, c'était 1965. Dr Kofi Philibert l'a rappelé tout à l'heure, les populations à cette époque-là se pressaient elles-mêmes, puisque l'embouchure avait déjà des comportements de fermeture, se pressaient elles-mêmes pour l'ouvrir. Ensuite, on se rend compte que plus le temps passe et plus ces inondations se répètent. Donc, comme je vous le disais, ce qui était exceptionnel dans l'ancien temps devient de plus en plus naturel et répétitif. Donc, on peut commencer à penser que, sérieusement, on a une bonne vision de ce que le changement climatique va nous faire, en tout cas en ce qui concerne la façade lagunaire. Parce que l'inondation, c'est lorsque les eaux de la lagune s'élèvent, mais de l'autre côté, nous avons aussi le risque d'élévation du niveau de l'océan. Justement. Pour des zones, notamment à Swindé, à Signy, Benoît, est-ce qu'il y a des risques aujourd'hui de se retrouver submergés par les eaux? Alors, je voulais déjà lever une forme équivoque. Moi, souvent, je suis un peu surpris quand on fait rapidement le lien entre le changement climatique et l'érosion côtière. C'est d'abord un processus naturel qui existe, qui vient à être amplifié du fait du changement climatique. Ça, j'insiste là-dessus. Ça veut dire que pourquoi le changement climatique impacte l'érosion? C'est tout simplement parce que le régime des vagues peut être modifié. Pour le moment, les études n'ont pas confirmé le degré de modification de ces... Mais, et ça c'est ce que nous tous nous disons sur le plateau, le changement climatique par le réchauffement augmente le niveau de la mer, fait monter le niveau de la mer. Et ça, quand on dit à des gens qui ne sont pas spécialistes, 1 mm, 2 mm, mais un siècle, ça fait 20-30 cm. Et dans les projections aujourd'hui qui sont faites dans le cadre global des études sur le changement climatique, on envisage 30, 40, 50 cm. Ce qui veut dire que si ces prévisions sont faites, des zones comme à Signy, à Swindé, même Bassam à niveau, sont sous les eaux. Là, il n'y a plus à dire on protège, on pose, parce qu'elles seront régulièrement submergées. Donc, je tenais à insister là-dessus, parce qu'il ne faut pas faire le lien direct en disant changement climatique, érosion côtière. Changement climatique, amplification de l'érosion côtière qui déjà existait. Le cas de Port-Bouët est un cas extrême de la façade côtière de l'agglomération d'Abidjan. Qu'est-ce qui pose problème? Le cas de Port-Bouët, en fait, il faut regarder Port-Bouët, c'est un territoire qui est relativement large. En fait, une des particularités de Port-Bouët, c'est lorsqu'on va se trouver à l'est de l'ouverture du canal de Vrédy. Parce que quand on a ouvert le canal de Vrédy, on a mis en place ce qu'on appelle une digue d'arrêt des sables. C'est-à-dire qu'il y a un ouvrage qui a été construit comme un mur qu'on a fait rentrer dans l'eau. Et comme vous avez des sédiments, vous avez du sable qui est transporté par l'océan, ce sable est venu se déposer le long du mur, ce qui a permis d'avoir d'un côté l'engraissement du littoral sur le canal de Vrédy. Mais malheureusement, quand vous mettez un mur dans un océan ou quand vous mettez même un petit rocher dans un ruisseau, vous vous rendez bien compte que de l'autre côté du rocher, vous avez des tourbillons qui vont se mettre en place. Ce qui veut dire que d'un côté, vous avez l'engraissement du littoral, puisque le sable vient se déposer contre le mur, mais de l'autre côté, l'effet de ce mur, c'est que vous allez avoir un tourbillon qui se met en place, et là, vous avez une érosion renforcée qui va se manifester. Et donc souvent, ce qu'on observe sur Vrédy, aux abords du canal, c'est que nous avons une érosion plus importante. Rapidement, docteur. Oui, bon, cette érosion, comme il le dit, liée à l'aménagement des infrastructures portuaires, est amplifiée, encore une fois, par l'existence du trou sans fond. Ça veut dire qu'on se retrouve en face d'un canyon, comme une vallée sous-marine, qui touche pratiquement à la plage, et dans les processus d'échange de transport sédimentaire, quand cette structure existe, vous n'avez pratiquement pas de plage sous-marine, donc il est difficile même d'apporter du sédiment à la côte. C'est plutôt dans le sens de perdre des sédiments qui vont au large et qu'on ne retrouve plus. Et l'histoire nous dit que Port-Bouët a connu des éboulements, des pans entiers de quartiers qui sont partis dans le trou sans fond. Donc voilà un peu pour Port-Bouët, qui par contre est un très bon site d'aménagement portuaire, parce qu'à ce moment-là, quand on a bloqué les sédiments qui viennent de l'ouest, comme dit M. Lombardo, les contournements qui peuvent être faits sont piégés dans le trou sans fond. Ce qui ne sera pas le cas de Bassam quand on va ouvrir l'embouchure. Ce n'est plus la même configuration. Pour freiner la dernière inondation à Grand Bassam, l'État a consenti à lancer des travaux de grande envergure. L'ouverture de l'embouchure annoncée dans 20 mois. Quels sont les enjeux de l'ouverture de Bassam? Docteur Kofi. Bon, les enjeux de l'ouverture de l'embouchure de Bassam, c'est d'abord, quand nous faisons la dynamique littorale, c'est que le fleuve apporte à la mer
les sédiments que les fleuves ont pour atténuer d'une certaine manière, dans le transit sédimentaire littoral, le déficit sédimentaire qui constitue l'érosion. Donc déjà, ouvrir les différents fleuves sur le littoral ivoirien pour que ces fleuves-là charrient en mer leur charge solide, déjà pour les scientifiques, pour nous c'est important. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Donc, quand on prend l'exemple de Bassam, quand l'embouchure est fermée, ce qu'on constate, c'est que je ne dirais pas les eaux sont polluées, mais les eaux sont surchargées. Que ce soit les macrophytes, c'est-à-dire ce que maintenant, de manière générique, on dit les salades d'eau douce, en fait les jacinthes. Et en plus, la qualité des eaux, même lagunaires, ne sont pas bonnes. Et aussi les vecteurs de maladies hydriques, c'est là où il y a les moustiques le plus à Bassam. Sans oublier aussi que quand nous faisons de nos lagunes, de nos fleuves, des milieux récepteurs, donc souvent, on délaisse nos ordures dans ce système. Donc quand on ouvre, les enjeux en ouvrant, c'est de pratiquer une ouverture pérenne quasiment pour que la qualité des eaux lagunaires soit assurée par la vidange du fait de la marée qui rentre avec de l'eau saline, une intrusion saline qui va et en retour ressortir avec tout ce qu'il y a comme surcharge du plan d'eau lagunaire de Bassam. Monsieur Lombardo. Ils viennent de le dire, je pense qu'à cela on va rajouter quoi? On va rajouter le fait qu'effectivement en ouvrant l'embouchure, on va permettre à un fleuve, avec tous les sédiments, mais aussi avec tous les nutriments, toute la nourriture que comporte ce fleuve, de rentrer dans l'océan. Donc ça va nous apporter aussi de la nourriture dans l'océan pour nourrir tout ce qui est le poisson d'élevage. Si vous avez une ouverture de l'embouchure, cela signifie aussi que vous avez des risques d'inondation qui vont être réduits. Lorsque vous aurez des crues de la Comoé, l'eau va rentrer directement dans l'océan et on n'assistera pas à ces inondations. Si vous avez bien regardé ce qui s'est passé cette année, jusqu'à l'entrée de Beaunois, on observait des inondations. Ça veut dire que la fermeture de l'embouchure n'a pas simplement que des conséquences que sur Bassam, elle a des conséquences qui vont jusqu'à Yaou, Beaunois, etc. Ensuite, comme il l'a dit également, vous avez une lagune aujourd'hui qui est en train de se boucher, puisque tout le sable que transporte le fleuve Comoé n'arrive pas à sortir par l'océan. On se rend compte aujourd'hui que les lagunes de Bassam sont en train de se transformer en marais. Vous avez de plus en plus de roseaux qui sont en train de pousser, etc. etc. Donc automatiquement, le sable va augmenter dans la lagune. Vous avez de plus en plus de végétaux, vous avez de moins en moins de poissons. Encore un autre phénomène qui va nous intéresser avec l'ouverture de l'embouchure, c'est le fait que tous les poissons d'océan qui vont se reproduire dans la lagune vont pouvoir justement avoir un nouvel écosystème pour se reproduire. Et donc, il va y avoir des captures de pêche qui auront plus d'intérêt économique pour les populations. En ouvrant l'embouchure, vous allez recréer un accès à l'océan. Donc, vous avez des activités économiques, de tourisme qui vont pouvoir exister. Donc, il y a tout un ensemble de bonnes raisons de le faire. Mais ça, c'est ce que l'on sait grâce aux études du passé. On doit aussi maintenant se poser la question, quelles sont les projections de l'avenir que nous avons? Car dans le mot enjeu, il y a le mot opportunité, c'est ce dont on a parlé, mais il y a aussi le mot risque. Et un des risques que nous avons, c'est un risque d'érosion qu'on va retrouver à l'est de l'embouchure. Donc à Mondoukou, il va y avoir quelques petits mouvements de sable qu'il va falloir contrôler et il faudra ne jamais oublier de protéger la zone de Mondoukou. Mais on sait aussi que si nous avons l'élévation du niveau de l'océan à cause du réchauffement climatique, eh bien la puissance de l'océan peut se retrouver également à l'intérieur de la lagune. Donc c'est toute cette économie entre les opportunités d'un côté et les risques que nous avons qu'il faut arriver à mettre en place. Et une fois qu'on maîtrise les risques, c'est d'avoir aussi une stratégie d'ouverture, mais également une stratégie de contrôle de l'ouverture. Parce que si certains risques viennent à se manifester, il faut aussi que nous soyons capables de les contrôler. Contrôle, qu'est-ce qu'on peut prévoir, contrôle? Qu'est-ce qu'on peut prévoir contre eux? Écoutez, moi, j'ai très longtemps plaidé pour une ouverture complète de l'embouchure de Grand Bassam. Et puis, à un moment, j'ai commencé à jouer avec des cartes d'élévation du niveau de l'océan. C'est vrai que dans la science commune, on dit que dans le meilleur des cas, peut-être que d'ici 2100, on aura 40-50 cm d'élévation du niveau de l'océan. Mais vous avez d'autres études qui, elles, sont beaucoup plus alarmistes et qui vont parfois jusqu'à 2 mètres d'élévation de l'océan. Parce qu'il y a une chose que nous ne maîtrisons absolument pas, c'est ce qu'on appelle la vitesse de la fonte des glaces de terre. Vous prenez un verre d'eau, votre verre d'eau est vide, vous mettez les glaçons à l'intérieur, vous le remplissez d'eau. Si les glaçons fondent, le niveau de l'eau ne va pas changer dans votre verre. Mais par contre, là, c'est la banquise. La banquise est déjà dans l'océan. Si la banquise fond, il n'y a pas de problème, le glaçon est déjà dans le verre. Mais si maintenant, vous prenez votre verre d'eau et que vous le remplissez à ras-bord et que vous rajoutez des glaçons par-dessus,
et bien là, le verre d'eau va déborder. Et ça, c'est ce qu'on appelle les glaces de terre. C'est les glaces que vous avez dans l'Himalaya, dans le Mont Blanc, c'est aussi les glaces du Groenland. Et la vitesse de fonte de ces glaces ressemble beaucoup à ce qu'on appelle les scénarios Kapir. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas tout à fait à l'intérieur, et ce qui fait qu'on a envie de rester optimiste, mais quand même, quand on regarde certains forçages climatiques, on se pose des questions sur un risque d'élévation important du niveau de l'océan. Et si vous regardez maintenant qu'est-ce qui se passe à si vous regardez ce qui se passe à Venise, vous avez un projet qui s'appelle le projet Moïse. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de travailler donc sur des digues comme nous avons par exemple à Grand Bassam ou dans le canal de Vridi. Mais à l'intérieur, ils ont mis un système de murs. Et ce système de murs va se relever lorsque justement la marée va augmenter pour empêcher l'inondation qui vient cette fois-ci de la Méditerranée. Donc si on revient par exemple au cas de Grand Bassam, ça veut dire que si on fait effectivement notre embouchure, on peut aussi imaginer des systèmes de précaution qui fait que si l'océan augmente trop vite, si on a des tempêtes trop importantes, si le changement climatique entraîne l'élévation de l'océan, on puisse avoir un mécanisme qui nous protège des entrées de l'océan dans la lagune. Docteur Kofi, dernière proposition. Bon, donc il y a beaucoup d'attentes qu'on ouvre l'embouchure. Mais il y a aussi des effets à redouter. Lesquels? Et bon, les effets à redouter, il ne faut pas que l'opération échoue. Parce que l'embouchure va fonctionner de manière concomitante avec le canal de Vridi. Un canal de Vridi, je dirais, requinqué et redimensionné, qui va avoir des chasses puissantes, plus puissantes que l'embouchure. Donc la compétition qu'on a tout à l'heure, disons, dénoncée au détriment de Bassam, va continuer parce que le Vridi est devenu encore plus puissant. Donc il y a cela à voir. Maintenant, dernière chose importante, et alors très rapidement, c'est que quand le sel rentre en lagune, il y a la peur que certains points lagunaires considérés quasiment comme de l'eau douce prennent du sel, et c'est le cas d'Adjien Potou. Et sachez qu'Adjien peut être la réserve d'eau d'Abidjan des années 30-50. Merci, docteur Kofi Philibert, océanologue, spécialiste du littoral, et monsieur Lombardo Cédric, expert en développement durable. Voilà, ici prend fin ce numéro de Ça fait l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur RTI1.